Alors nous ont rejoint sur ce plateau Laurent Alexandre, vous êtes le fondateur de Doctissimo, vous dirigez aujourd'hui DNA Vision et vous êtes l'auteur avec David Angevin de 2 romans d'anticipation, Google Démocratie, paru en 2011, et Adrian Humain 2.0, qui est paru en 2013. Dans ces 2 romans, l'Europe est ruinée et Google est maître du monde. Et Mats Karduner, vous avez été pendant 5 ans, entre 2004 et 2009, le directeur général de Google pour la France et l'Europe du Sud. Depuis, vous avez fondé 55, une entreprise spécialisée dans la collecte, le traitement et l'exploitation des données des utilisateurs du web. Une véritable mine d'or, selon vous. Je crois que c'est votre propre expression. Alors, c'est la première question évidemment et pour vous. Est-ce que les entreprises comme Google ou les autres grands géants du net, est-ce que sont vraiment nos amis ? Du point de vue de l'usager, j'aurais tendance à dire oui, parce que... En dépit du fait qu'ils collectent des données, les interprètent, font monter les prix quand ils voient qu'on est intéressé, tout ce qu'on vient d'entendre dans tous ces nombreux extraits de reportages qu'on a pu voir à la télévision. Moi, je pense que oui, c'est favorable à l'utilisateur. Toutes ces données qu'on collecte en fait, permettent tout simplement de faire un marketing qui est beaucoup plus fin, beaucoup moins intrusif, qui est basé sur des prédictions de comportement. Alors après, la question, elle est toujours la même, c'est en gros de quel côté du fil du rasoir on se trouve entre le côté, je dirais, observation éclairée des comportements pour proposer des offres qui sont plus adaptées, ou bien espionnage ou abus des données personnelles. Et donc ça, c'est une notion qui est très importante. Il faut comprendre comment ça marche d'un point de vue technique. Et dès lors qu'on est dans la collecte de données qui ne sont pas personnelles et qui sont des agrégats et qui permettent de faire des approximations statistiques et de prédire les comportements de manière algorithmique, je pense qu'on est pour le coup vraiment dans un service qui est rendu au consommateur qui est bien meilleur que dans l'Internet qu'on connaissait il y a 15 ans, où grosso modo vous arriviez sur une page, elle flashait de partout avec des publicités qui étaient complètement... qui est très mal ciblé et qui ne correspondait pas du tout à... Là, on voit qu'ils nous connaissent bien. Là, maintenant, quand on a la bonne publicité, on se dit, là, ils m'ont bien observé. Mon point, c'est de dire, est-ce que vous préférez, quand vous allez sur Amazon, qu'on vous propose des produits qui sont dans la mouvance de ce que vous avez consommé jusqu'à présent et qui correspondent à vos centres d'intérêt, plutôt que n'importe quoi? Moi, je pense... choisir. Est-ce que vous ne pourriez pas choisir tout simplement d'être surveillé et d'avoir en retour de cette surveillance ce bénéfice-là? Parce que quand même ce qu'on a appris avec les révélations de Snowden et sur la NSA, c'est que Google, Facebook, Apple, Microsoft, Skype, Yahoo, etc. sont autant de contributeurs à l'espionnage généralisé de la NSA. On a aussi appris que la NSA a saboté des technologies grand public et des technologies commerciales toutes américaines pour s'assurer de pouvoir lire le contenu des communications. Et là, je reviens sur ce que disait Gilles Babinet, c'est notre rapport à la technologie que l'on doit considérer ici. Jusqu'à présent, on nous vendait du rêve, des coins arrondis, des trucs qui clignotent, qui vont très vite, tout est joli, tout est sympa, et on se disait, voilà, ces machines sont nos amis, comme quand on était petit, qu'on avait cet Amstrad, qu'on pouvait ouvrir et regarder à l'intérieur comment ça fonctionnait. Sauf qu'en réalité, ces machines sont devenues des mouchards, qui travaillent à notre insu, et personne, même les ingénieurs les plus qualifiés, sont en mesure de dire quelles données sont collectées, quelle précision pour les profils. Et on se retrouve avec, dans nos poches, dans nos vies, des machines qui sont des espions. Et donc, il ne s'agirait pas juste d'inventer un nouveau standard de chiffrement à mettre aux mains des citoyens. Il y a un seul type de technologie qui garantit qu'on puisse les contrôler en tant qu'individu, c'est le logiciel libre. C'est ces logiciels que chacun possède, sur lesquels chacun a les mêmes libertés que l'auteur initial. Et avec des logiciels libres, avec des services décentralisés qui ne seraient pas tout donnés à un Google ou un machin une fois pour toutes et basta, et avec des chiffrements point à point dans lesquels les utilisateurs reprendraient le contrôle du secret de leur communication, là oui, on pourrait arriver à quelque chose. Tant que des gens qui viennent et qui font un tas de blé sur les données personnelles viennent vous dire « Ah, on est vos amis, vous inquiétez pas », on continuera à se faire arnaquer. Je pense que Laurent Alexandre, il se trouve que je le disais dans les 2 romans d'anticipation que vous avez publiés, à chaque fois l'Europe est ruinée et Google est maître du monde. Pourquoi ? Nous sommes en train de découvrir, à l'occasion de l'affaire NSA et de l'affaire Prism, que nous avons pris un retard considérable dans beaucoup de technologies. Dans les technologies informatiques, c'est clair, on le voit, tous les géants du net sont américains, qu'il s'agisse de Facebook, qu'il s'agisse de Google, qu'il s'agisse d'Apple, etc. Également dans le domaine des nanobiotechnologies et des technologies du vivant. Mais le meilleur est à venir.
Toute la presse mondiale s'est fait l'écho il y a 15 jours de l'entrée de Google dans la lutte contre le vieillissement et la mort. Google va devenir un acteur majeur dans le monde de la santé, va devenir un acteur majeur dans le monde de la biologie. Donc ce que nous connaissons et les problématiques philosophiques et géopolitiques que nous avons dans le domaine de la data, nous allons les avoir aussi dans le domaine de la médecine, c'est-à-dire dans des domaines où nous n'imaginions pas les avoir. Et c'est normal, puisqu'aujourd'hui, la santé devient un amoncellement de data. Jadis, le volume massif de données. Jadis, on traitait un patient avec quelques petites données, quelques centaines, quelques milliers d'informations. Aujourd'hui, le séquençage de l'ADN, qui est en train de devenir la base de la médecine de tous les jours, ça représente par patient 10 000 milliards d'informations. Il y a une énorme prime pour des géants comme Google, qui sont des spécialistes de ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire de la gestion de beaucoup de données. Il y a une prime énorme. Et donc le champ des géants du net américains va s'étendre au-delà des limites que nous connaissons aujourd'hui. Et la prochaine entrée, la prochaine victoire des géants du net, c'est leur entrée dans le monde de la santé, comme Google, et puis dans un deuxième temps, dans le domaine de l'éducation, qui va aussi faire sa révolution à l'occasion de l'explosion du big data. Donc nous ne sommes qu'au début des problèmes géopolitiques que nous avons avec les géants du net, et il est regrettable qu'il n'y ait aucun géant du net européen, et que nous ayons laissé le monopole de toutes les technologies du XXIe siècle aux Américains. Gilles Babinet. Alors, moi, je crois que si on est au cœur du débat, c'est tout à fait passionnant. J'aurais tendance à dire que je suis un peu d'accord avec tout le monde. Ici, je crois que le cœur de ce qui me préoccupe, moi, c'est le fait que la France, l'Europe, ces pays-là, aient une perception finalement négative de ces technologies. Ces technologies, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous offrent un potentiel extraordinaire. On peut, d'un point de vue médical, faire des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a encore quelques années. Et je crois que le sentiment que j'ai, c'est souvent on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on se dit le potentiel de ces technologies est tel qu'on va en limiter la circulation de données le plus possible, on va créer des lignes Maginot, on fait très souvent ce genre de choses, et surtout on va initier au sein de nos populations l'idée que le progrès est quelque chose qui est négatif, alors que si on sort de cette crise dans laquelle on se trouve, ça sera uniquement grâce au progrès, au développement de l'innovation, de nouvelles technologies. Je crois qu'il faut certes avoir un rapport critique avec les technologies, mais il faut avoir un rapport positif et joyeux. On peut arriver, c'est à nous de choisir notre futur technologique. Et je pense que tout aussi bien en ce que vient de dire Mats, on peut arriver à faire des choses en termes d'expérience. Par exemple, je pense que les apps vont disparaître, les applications dans les téléphones mobiles, parce que quand vous allez arriver dans un restaurant, vous allez avoir automatiquement l'app du menu du restaurant qui va venir sur votre téléphone. C'est plus vous qui allez la chercher. Et pour ça, on va avoir besoin d'avoir un niveau de compréhension de votre comportement qui sera absolument inégalé avec ce que nous avons aujourd'hui. Mais effectivement, il est très facile de tirer parti de ces données pour abuser de vous, soit d'un point de vue marketing, soit d'un point de vue de ce que vous pensez, de vous terroriser d'une manière ou d'une autre. Et je crois que c'est très important qu'on ait une appréhension positive et en même temps un regard critique qui nous amène à pouvoir réguler de la façon la plus optimale possible. Et je ne suis pas sûr que ce soit ce que l'on ait fait jusqu'à présent. Je ne sais pas qui est contre les technologies. Hein. Vous dites on. Eh bien, je veux dire, non, mais en France, je sais pas si le séquençage de l'ADN est interdit, par exemple. Oui. On est un des rares pays qui l'a interdit. C'est un exemple parmi d'autres. On a une réglementation être contre les technologies et se dire attention, c'est très beau le progrès technologique, mais il faut juste faire gaffe à ne pas faire n'importe quoi. Mais exactement. Il ne faut pas en venir à la conséquence où on fait rien. Et c'est ce qui nous arrive de faire malheureusement. Est-ce que je peux revenir une seconde à Google? Oui. C'est formidable Google. Je veux dire, moi ça a changé ma vie de journaliste. J'ai commencé, j'étais au Monde, il fallait aller chercher la documentation dans des dossiers, papier. C'était très compliqué, etc. Maintenant, Google, c'est formidable. En même temps, c'est un pouvoir, moi, qui me terrifie, Google. C'est-à-dire que Google, le jour où Google décide de changer son algorithme, souverainement, parce qu'il décide souverainement, il ne demande à personne. Je veux dire, il condamne à la mort et à l'oubli, enfin à la relégation, à la 4e page de recherche, ce qui veut dire la même chose, des secteurs économiques entiers. Je veux dire, je prends le domaine de Google News. Google News qui permet de rechercher de l'information sur des sites de presse et des journaux. Je veux dire, Google peut tout à fait décider, dans Google News, je vais privilégier les grands journaux, Le Monde, Le Figaro, etc. Et Google peut décider au contraire,
je vais privilégier dans les résultats de recherche de Google News les petits organes de presse indépendants, les sites, les blogs, etc. C'est sa décision souveraine. C'est terrifiant. Laissez répondre. Il a dirigé Google, laissons-le répondre. Ça démontre bien que le débat a glissé de l'utilité de ce genre de technologie dans la vie quotidienne. Et je pense que c'est vraiment, moi, en moyenne, je dirais que c'est clair que tout ça a des bénéfices considérables sur le confort de ma vie, etc. Vers un autre sujet qui est celui de qui possède cette capacité-là. Et si j'entends bien de ce côté-là du plateau, ce qui est dit, en fait, tout le monde dit, en fait, on aurait bien aimé, nous, en Europe, avoir ce fameux moteur de recherche. Ah non, je dis pas ça. Non, mais il a dit qu'il voudrait que personne ne l'ait. Je dis que ce pouvoir me terrifie, mais il me terrifierait autant si c'était un Google européen ou français. Quand je dirigeais Google Europe du Sud, le gouvernement français a investi des dizaines de millions d'euros pour créer un moteur de recherche franco-allemand. Ce qui prouve bien que le sujet, c'est vraiment plus la compétition et l'ouverture, effectivement, que le sujet de est-ce que c'est quelque chose de bénéfique pour le consommateur ou l'utilisateur lambda. Et moi, je pense qu'il y a un point qui est très intéressant, qui est celui que vous souleviez, c'est celui de la connaissance et de la transparence vis-à-vis des utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous disiez sur le fait d'être espionné à votre insu, ça relève, à mon avis, d'un discours vers le citoyen qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent sur, en particulier, ce que sont ces cookies, donc ces petits fichiers informatiques qui sont posés sur votre navigateur et qui enregistrent tous ces paramètres de visite et qui sont la base de toutes les données qu'on récolte et qui permettent ces prédictions de comportement. Typiquement, les directives européennes prévoient de transformer en loi l'obligation pour tous les sites d'être beaucoup plus explicite là-dessus, voire même de forcer à l'acceptation. On arrive quand même à une régulation. Alors, c'est loin d'être réglé. C'est loin d'être réglé, mais l'idée, je pense, c'est d'éduquer les gens et de leur montrer comment ça fonctionne, qu'ils ont un libre arbitre, qu'ils ont le droit de choisir, ils ont le droit d'avoir la possibilité de tout effacer s'ils le souhaitent, et d'être en conscience dans un système qu'ils contrôlent et qu'ils comprennent. Je pense que c'est ça l'enjeu. C'était même Google, Facebook et compagnie qui ont lobbyé contre ça au Parlement européen. Aujourd'hui, c'est intéressant, j'étais sur le site de l'Élysée, par exemple. La première chose que j'ai reçue, c'est un encart qui disait l'Élysée est sur Facebook, allez voir sur Facebook. Par contre, il n'y avait rien sur l'obligation qui est faite loi de présenter à l'utilisateur une information sur les cookies. Donc même l'Élysée n'est même pas en conformité avec la loi et va encourager les gens à aller sur Facebook qui, pour le coup, collecte des informations qui sont d'ordre personnel. Oui. Donc on est dans un paradoxe incroyable. Jacques Attali. De deux choses l'une d'abord. D'abord, les logiciels libres, on pourra parler longtemps parce que le mot libre est à mon avis très mal adapté parce que les logiciels dits libres sont souvent attachés à une seule entreprise qui s'appelle IBM et qui reste très liée à ce qu'on appelle les logiciels libres. Donc le mot libre est ici très... Le logiciel libre est attaché à personne. Voilà. Si par nature, le mot libre dans les logiciels n'est pas un mot exact. Deuxièmement, Google n'est pas une société monopolistique. Il y a d'autres moteurs de recherche. Et il serait bien d'essayer soit de les développer, soit, si on n'y arrive pas, de prendre conscience qu'à l'échelle mondiale, c'est créer un monopole, qui s'appelle Google. Ce n'est pas encore le cas. Mais si elle devient, alors il va falloir commencer à penser le monde comme une entité globale et dire si Google est un monopole, ben, ce monopole, il appartient à l'humanité. Il n'appartient pas à des actionnaires. Dans ce cas-là, on le sort de l'économie capitaliste. Et comment on les exproprie? Eh bien, les nationalistes. Justement, en fait. De toute façon, on ne sortira pas de cette contradiction qui est celle qu'on vit aujourd'hui et qu'on a vécue il y a un siècle, où on revient vers des économies fermées nationales, où chacun récupère ses données, où on met en place un état de droit mondial. On ne sortira pas de cette contradiction. Il faut, on n'y est pas, on est d'accord. Si on n'y est pas, on va y aller très vite, ou alors on va reculer très vite. Comme en 1913, il y a exactement un siècle, où pour ne pas aller très loin dans une organisation internationale, on a reculé et on a fermé les frontières. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Parce qu'on parle de cette globalisation comme si elle était une évidence pour un siècle, c'est pas du tout sûr. On peut très bien refermer les frontières devant la peur que tout ça déclare. Et si Google s'installe, comme Facebook, dans un combat d'ailleurs, parce que Google et Facebook, c'est une bataille à mort, si l'un s'installe dans une situation de monopole, il ne pourra pas rester une entreprise privée, parce qu'il deviendra un monopole d'intérêt général. Mais on n'en est pas là. Mais aujourd'hui, je crois que ce qui est très important, c'est de prendre conscience que l'important, c'est de créer une concurrence. Les Européens, s'ils voulaient s'en donner les moyens, pourraient encore, la bataille n'est pas tout à fait perdue, il y a une bataille qui n'est pas tout à fait perdue, mais qui est en train d'être. Prenez l'exemple de la dernière grande entreprise européenne en matière de technologie de l'information, SAP, une entreprise allemande,
qui aujourd'hui n'est plus une entreprise allemande. C'est devenu une entreprise américaine puisque son président est un Américain, le siège de la recherche est aux États-Unis, et cette dernière entreprise de logiciels européenne vient de basculer sous l'orbite américaine. Et il y a en effet une extraordinaire accélération. C'est pourquoi j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'on va voir avec l'Internet des objets changer complètement la nature du problème dont on parle. C'est-à-dire que tous nos objets, les verres, les tables, les frigidaires, les voitures, vont avoir une adresse Internet et vont communiquer entre eux, indépendamment de nous. Ça va changer l'échelle des choses et on aura des données infiniment plus vastes. Et nous entrons dans une dictature générale de la transparence. Et c'est la question que vous posiez tout à l'heure qui est très importante. Cette transparence, tout le monde la souhaite. Il faut vivre et recréer un état de droit qui soit compatible avec la transparence. Et c'est donc l'éthique de la transparence qu'il faut maintenant reconstruire avec le droit de sortir de cette transparence. Mais l'éthique de la transparence, ça va être maintenant la condition même de la démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans transparence. Et la transparence devient une nécessité avec, évidemment, le droit pour chacun d'entre nous d'en sortir. Il ne faut pas mélanger transparence et protection de la vie privée, monsieur Attali. La transparence, c'est pour les États, pour les individus. On parle de la protection de la vie privée. Protection de la vie privée dans les limites de ce que la vie privée ne peut ne pas gêner la vie des autres. La transparence n'a pas à être imposée. C'est un droit fondamental que la protection de la vie privée. La transparence, c'est pour les États, point barre. Et excusez-moi de vous contredire, mais la liberté pour les logiciels, c'est un vrai concept et c'est quelque chose qui existe. Un logiciel libre, c'est un logiciel sur lequel tout le monde a les mêmes libertés que son auteur original. Tout le monde peut le copier, l'utiliser, le modifier, distribuer ses modifications. Et ce que ça veut dire, c'est que chacun a le potentiel de comprendre comment il fonctionne et de le faire fonctionner mieux. C'est-à-dire que chacun peut contrôler la machine. Non, ce que ça veut dire, c'est contrôler la machine plutôt que se laisser contrôler par elle. Et s'il y avait du courage politique et des politiques industrielles ambitieuses au niveau européen, c'est ça qu'on irait faire. C'est des logiciels libres qui appartiennent à tout le monde, qui servent à tout le monde et que l'on peut utiliser contre les Google, contre les Facebook, pour se protéger. C'est avec ces logiciels libres de chiffrement et seulement cela qu'on pourra garantir que ça ne va pas être un système de justice en France ou au Kazakhstan ou à la NSA qui pourra y avoir accès à notre insu, comme c'est le cas avec Microsoft, Apple, Skype, etc. Mais des vrais logiciels de chiffrement que chacun pourra utiliser pour protéger ses communications. Reprendre le contrôle de nos communications, c'est tout simplement impossible. C'est contrôler la machine plutôt qu'être contrôlé par elle. Si vous dites que c'est impossible, c'est qu'on a perdu face à la technologie. C'est un enjeu de société absolument fondamental. Nous devons reprendre le contrôle des machines. C'est un enjeu fondamental. Mais si vous laissez chacun avoir le pouvoir de contrôler sa confidentialité, alors vous rendez impossible un état de droit. Je crois que vous ne savez pas comment fonctionne un ordinateur. Vous rendez impossible. Parce que je crois qu'il y a un aspect qui va à la fois répondre à votre point sur notre appréhension de la modernité. Apple et à Microsoft. Je pense soit je contrôle mon ordinateur, soit je laisse Microsoft et Apple le contrôler. Si, c'est ce qu'a montré les révélations de Snowden. C'est exactement ce qu'ont montré les révélations de Snowden. C'est une question de contrôle, c'est une question de conscience, c'est une question de liberté. Pas seulement de l'ordinateur, du téléphone. Bien sûr. Le téléphone est un ordinateur. On peut recouper des gens avec des données anonymisées. Je peux avoir une base de données de tous les gens qui fument la pipe, qui ont des chaussures marron et qui se lèvent entre 4h et 5h du matin, et je peux retrouver quelqu'un comme ça. C'est des données anonymisées. Et dans le domaine de la santé, il y a un fait qui m'a beaucoup intéressé, c'est depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, il y a un petit collectif que je soutiens qui essaye de libérer les données de santé. Et la Haute Autorité de Santé dit, eh bien, nous ne voulons pas le faire parce que nous pensons qu'on peut recouper les gens de ce fait. Et je crois que si on avait fait ça, je suis même certain de ça, il n'y aurait pas eu de scandale du Mediator. Donc je crois qu'on ne peut pas avoir de posture religieuse à cet égard. Moi je crois qu'il y a un moment où il va y avoir nécessairement une zone de frottement, notamment avec les grandes données, entre les données, ce qui est du domaine du strictement privé et de l'intérêt collectif. Et je crois qu'il faudra à ce moment-là adopter une régulation ex ante, c'est-à-dire regarder ce qui se passe, ou alors dire on interdit tout. Moi, c'est un peu à la conclusion à laquelle je suis parvenu, parce que je crois que ça va être extrêmement difficile de trouver un postulat initial qui fonctionne dans tous les cas. Moi, j'ai l'impression qu'on mélange deux choses. Un, le fait que les entreprises américaines aient préempté les technologies de l'information, etc., et qui fait que, effectivement, en Europe, on n'arrive pas à combattre ça, ou en tout cas à être préempté avec les recherches et l'investissement dans la recherche, 3 fois au moins ce qu'il y a en Europe. Oui. Et peut-être l'espionnage industriel. Il y a un siècle, la France était dans la même position. Si vous prenez il y a un siècle, la France était au top de toutes les nouvelles technologies. Voilà. On ne disait pas à l'époque qu'on avait préempté. C'était juste qu'à l'époque, ça nous intéressait. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'on mélange ce débat avec le débat de
Est-ce que tous ces nouveaux services, est-ce que cet Internet des objets, est-ce que quelqu'un juste réfléchit si c'est un vrai progrès pour l'humanité? Est-ce que j'ai vraiment besoin de... Mais non, mais on a le droit de se poser la question. Alors vous allez me dire que j'aime pas la technologie. Les gens du Mediator vont vous répondre. Mais attendez, excusez-moi, le Mediator, vous instrumentalisez une cause et un... Ben non, la démonstration a été faite, je peux vous assurer. Ils auraient pu être sur ce plateau. J'ai eu des discussions avec des scientifiques et des médecins qui m'ont démontré que les bases permettait de démontrer statistiquement l'évidence du dysfonctionnement de ce médicament. Une personne toute seule a mis des années à se faire entendre. Donc, excusez-moi. Le croisement des bases de données aurait permis, il y a déjà de nombreuses années, de voir l'anomalie sur le Mediator, sauf que le croisement des bases de données était interdite. Voilà. Et il y a des années qu'on aurait identifié l'affaire du Mediator, qu'on avait pu croiser les différentes bases de données qui existent, vous savez bien sauf que c'était bloqué. C'est le même argument qu'on utilise pour arrêter les serial killers. On dit si on croisait toutes les données, on arrêterait plus vite les serial killers. Merci. Et ce qui est vrai. Mais c'est factuellement vrai dans l'affaire du Mediator. Je veux dire, sous cet étendard-là, sous ce drapeau-là, qui est une forme de marketing aussi, j'aimerais juste qu'on dise aux personnes quelles sont les implications, quelles sont les conséquences pour elles-mêmes. Moi, je ne suis pas anti-technologie, je veux juste qu'on arrête de dire que la technologie nous sauvera de tout. Et qu'on sortira de cette crise parce qu'on va faire de l'innovation technologique, etc. Peut-être qu'il y a 2-3 petites choses à penser entre-temps. Mais voilà, donc je voulais juste rappeler ça et que, effectivement, cette espèce de fuite en avant au big data, je pense qu'elle a besoin d'être pensée, elle a besoin d'être encadrée et elle a besoin, effectivement, de faire émerger des solutions qui sont du type logiciel libre et qu'il faut faire très attention à toutes ces personnes qui vous vendent des nouveaux services. Facebook est quand même... Facebook, je ne vous ai pas coupé la parole, monsieur, excusez-moi. Facebook est quand même la meilleure agence de renseignement au monde. Parce que nous y collons. Oui, mais sous couvert, voilà, c'est ça, c'est sous couvert de c'est chouette, c'est cool, etc. Exactement. D'ailleurs, je voulais amener, parce que j'étais pas complètement sûre d'arriver à vous le faire. Je peux lire un petit passage? C'est quoi, juste on n'a pas vu... La jouissance de la servitude. Ah oui, la Boétie. La Boétie, discours de la servitude volontaire. 1576, hein. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissa seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine ne vous viennent pas des ennemis, mais certes bien de l'ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu'il est, de celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre, ou pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous-même à la mort. Ce maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps, et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont des moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne vous les emprunte? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres? A-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous-même? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous? Moi, je veux juste qu'on informe les gens sur les conséquences. Justement, on va s'intéresser maintenant aux réseaux sociaux, à tout ce que nous mettons sur Internet. Dernière question, Hélène Vasilina. Est-ce que toutes ces questions sont des questions d'Européens dépassés par la technologie ou les mêmes questions se posent chez les Américains? Je veux juste jeter quelques chiffres. Par exemple, entre 1999 et 2003, donc avant les attaques de 2001, que les États-Unis avaient investi dans les nanotechnologies, des biotechnologies, des technologies informatiques sur les informations, à l'ordre de 34 milliards de dollars. Après 2001, donc en 2003, on a triplé ça à 94 milliards de dollars. Or, en Europe, pour la même période, nous avions 9,7 milliards et à peine doublé à 15,7 milliards. Donc l'investissement n'est pas le même, l'envergure n'est pas le même. D'où l'importance d'investissement. Il faut dire aussi, vous le savez très bien, que la France est la première en recherche fondamentale. Donc nous avions une grande communauté de scientifiques, des très bons centres de recherche, etc. Mais il ne faut pas avoir peur de la technologie et rejoindre mes collègues. C'est vrai, il faut vivre avec les technologies. Et Jacques Attali a tout à fait raison de dire il faut aller en avant et ne pas se fermer. Et je veux juste rajouter que le timing de cet incident Snowden me paraît opportun. Pourquoi ? Parce que nous allons, il y avait un monsieur qui était sur le plateau tout à l'heure qui l'a dit, International Trade and Investment Agreement, donc entre l'Europe et les États-Unis. Qui a peur de cela ?
Je vous demande, puisque le timing de cette révélation Snowden qui est sortie, a dit tiens, NSA, attention, Merkel, etc. On se demande pourquoi ça sort maintenant. Or, on le sait. Comment ? C'est un complot ? Pardon ? C'est un complot, Snowden ? Enfin, je veux dire, Snowden a été manipulé. Écoutez, par... les informations aux États-Unis sont publiques sur certaines informations, ce qui a fait le NSA, le Patriot Act, le Protect America Act, et tout ça, tout cela est public. Quand Snowden part à Singapour et fait défection, c'est quelqu'un l'a manipulé, il a obéi à... D'après madame, il aurait obéi à un complot européen pour saboter la négociation avec les Américains. J'ai dit ça, je dis pas si c'est lui. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit juste le timing. Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit l'événement a arrivé à un moment où, et j'ai même eu une discussion avec une sénatrice française qui m'a dit, mais pourquoi vous avez le monopole sur ces informations, etc. J'ai dit, parce qu'on a investi dedans. C'est pas et maintenant qu'on ait ces systèmes qui nous contrôlent, etc., que quelqu'un a révélé à un moment donné, mais vous ne trouvez ça, je ne sais pas, quelque peu... Que quelqu'un le révèle, a priori, on pouvait s'y attendre. Oui, d'autres l'avaient révélé avant. J'avais plein d'extraits de films que j'aurais pu vous passer où on dénonçait la NSA bien avant Snowden, y compris, juste pour continuer sur... puisque je voulais qu'on passe justement au fait que nous révélons beaucoup. Non seulement nous nous laissons espionner par tous les géants de l'Internet, par les entreprises, par les États, mais en plus, nous collaborons en donnant plus d'informations sur nous-mêmes et sur notre entourage que nous n'en avons jamais donné. Regardez.